traversée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les années folles. On va parler des années folles dans cette capsule-ci parce qu'on vit des temps fous et dans l'histoire, il y a eu des temps fous précédemment. On parle des années 1920 qu'on a appelées les années folles. Fait qu'aujourd'hui, dans cette capsule-ci, de ces années-là, les années folles des années 1920. Je crois que ça va être intéressant. Et puis, tant mieux si vous avez apprécié ma danse. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'était pour vous faire sourire en ces temps de confinement. Alors, si vous permettez, je vous propose premièrement de peut-être aller télécharger le document. Si vous n'aviez pas le document d'histoire à la maison, je vous propose d'aller le télécharger si ça vous tente. Sinon, vous pouvez seulement écouter la capsule. C'est pas nécessaire de prendre des notes. Mais je tape Monde Contemporain Triolet. Le site Monde Contemporain Triolet, c'est sûr qu'on est en histoire, mais ça va être pour nous la manière de pouvoir se contacter ou en fait, je vais pouvoir déposer des trucs. Donc, si je clique sur Monde Contemporain Triolet, vous avez vu que j'ai mis un spécial confinement avec une personne qui nous envoie la main dans son appartement. Si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir aller télécharger. Il y a un lien de téléchargement ici pour Histoire du 20e siècle. Alors, votre document que vous avez à la maison, vous allez pouvoir le retrouver et le télécharger et faire imprimer les pages au besoin. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement me suivre à l'écran et ça va très bien fonctionner de cette façon-là. D'ailleurs, le document en question dont je vous parle, c'est celui dont la page titre est celle-ci, c'est-à-dire Entre deux guerres. L'émergence de nouveaux totalitarismes. Et notre question de base était comment se fait-il que des gens comme Benito Mussolini et M. Adolf Hitler aient pu prendre le pouvoir à cette époque-là et créer autant de dommages pour l'humanité? Alors, les années folles, c'est les années qui précèdent en gros l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. En même temps, c'est durant les années folles que Mussolini est entré au pouvoir. Donc, on se pose la question un peu. Pourquoi donc on appelle ça les années folles? Je vous propose à la page 10 du document que vous pouvez prendre si vous l'avez ou ne pas prendre si vous ne l'avez pas en votre possession. Je vous propose d'aller à la page 10. J'ai fait pour vous une petite mise en page qui ressemble vraiment au style Art déco. Alors on dit souvent que les années 1920 à 1929, c'était des années folles. Je vous proposais en classe de faire une recherche et de compléter la page par des exemples pertinents. Alors, des exemples pertinents sur le plan social ou des mœurs. Les mœurs, c'est les habitudes de vie. Aussi, sur le plan culturel ou artistique. Donc, trouver des exemples. Ça peut être sportif aussi. Je ne l'avais pas écrit, mais culturel, artistique, sportif. Parce que pour moi, le sport, au sens large, c'est la culture aussi. Ça fait partie de la culture. Et sur le plan économique, les années 20, comment on peut les qualifier? Alors, normalement, la plupart de mes élèves qui l'ont fait dans les années précédentes, cette activité-là, ils ont été sur Wikipédia. Je vous propose, ceux qui veulent l'essayer, mettez sur pause la capsule, puis essayez de faire la recherche en tenant compte que cette partie-ci, vous ne la faites pas, ça va être moi qui le fais avec vous en classe. Là, en ce moment, la classe est dans ma maison et dans la vôtre. Mais celle-ci, cette partie-là, le contexte, c'est moi qui vais la faire avec vous. Donc, je vous propose d'aller sur les trois aspects social, culturel, artistique, sportif et économique, de faire une petite recherche, de l'essayer. Et si vous n'êtes pas dans le mood, vous n'êtes pas assez foufou comme les années folles pour le faire, ben, je continue dès maintenant à le regarder avec vous. Donc, allons-y. Si vous avez fait la recherche, vous pourrez comparer. Ce n'est pas une pédagogie de la bonne réponse, donc c'est pas nécessaire d'avoir les mêmes mots que moi d'aucune façon. Mais on peut y aller. Je commence avec vous sur le plan des mœurs, donc des sociales et des habitudes de vie. On va parler des années folles comme une période faste, donc riche en créativité et inventivité. Pourquoi j'ai commencé la vidéo avec le Charleston, la danse? Ben justement, on voit des choses nouvelles apparaître, des nouvelles danses, le jazz aussi, c'est ce genre de trucs. Ça, c'est sur le plan artistique, mais c'est quand même lié à la créativité et à l'inventivité humaine. Évidemment, c'est pas seulement au niveau des arts. Il y a aussi le début d'une prise de conscience de l'individu comme étant fait partie d'une société, mais on veut son bonheur à soi, on pense à son bonheur, ce qu'on appelle l'individualisme. Autre chose, il y a l'art de s'amuser. On se dit justement dans l'idée que l'individu puisse avoir son bonheur, ben il faut penser à une société. Aujourd'hui, on dirait une société des loisirs, on veut toujours s'occuper, puis en ce moment, on est privé de beaucoup de loisirs,
et on s'en ennuie. Mais le début de cette façon de penser-là, là, de l'individualisme, puis l'art de s'amuser personnellement et de toujours être hyper stimulé, ça vient vraiment des années 1920. Parce qu'avant ça, on pensait beaucoup à survivre, penser aux ouvriers dans les usines, travailler très très fort. L'art de s'amuser, ou une société des loisirs comme on a aujourd'hui, ben c'est beaucoup inspiré de la société des années 1920, donc les années folles. Sur le plan des mœurs, on va commencer à voir apparaître la nudité dans les cabarets. Vous avez vu les danseuses de Charleston et le monsieur, tout ça, mais il y a aussi les cabarets de danseuses, stripteaseuses qui commencent. Et puis, plutôt que de voir ça comme mauvais, exemple ici au Québec, pour certaines personnes qui n'écoutent pas l'Église, ils vont aller dans les quartiers particuliers pour ça. Et pour beaucoup de femmes, au-delà de la nudité, il y a l'idée de pouvoir faire des choses dans la vie, pouvoir s'amuser, pouvoir sortir et commencer à voir la vie un peu comme les hommes, ce qui était pas mal interdit avant. Dans les années folles, les femmes commencent à pouvoir s'émanciper et avoir l'art de s'amuser, comme on vient de le dire, autant que les hommes. Sur le plan culturel maintenant, si vous permettez, excusez-moi, j'essaie de... Oui, je voulais faire un petit zoom. Sur le plan culturel, ce que vous auriez pu trouver, c'est le jazz, évidemment, on l'a dit, l'art déco, les arts déco. Les arts déco, d'ailleurs, si vous permettez, je me permets de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. En classe, je sais qu'on l'a abordé pour beaucoup de groupes, mais l'art déco, c'était ce design-là qui encore aujourd'hui, on le voit comme moderne, mais un moderne rétro. Vous voyez ici dans les meubles, si vous tapez sur Google images, art déco radio, des radios de l'époque, là, des radios qu'on écoute. Si vous allez voir aussi des immeubles art déco, vous allez voir ce style fabuleux. C'est vraiment très très beau. Et vous voyez que c'était une vision de l'humanité qui était vue comme une modernité. Donc l'art déco ou les arts déco très en vogue à cette époque-là, des années folles. Une vision aussi utopiste, une vision positiviste, utopiste. Ça, ce que ça veut dire, c'est que on pense que l'humanité ne va que vers le mieux. On ne pense pas qu'un virus comme la peste noire ou ce qu'on vit en ce moment pourrait venir tout briser notre chose. On pense juste l'humanité va vers le mieux. La science, le progrès, les arts nous amènent à toujours mieux vivre. Et ça, on appelle ça une utopie parce qu'une utopie, c'est une idée qu'on voudrait atteindre, mais qui n'est pas toujours réaliste. Donc, à cette époque-là, les gens rêvent une vision du monde seulement positive. Puis en même temps, nous, on sait que il y a bien des choses positives qui attendaient les gens de cette époque-là, mais d'autres choses aussi beaucoup moins positives. Mais nous, on a le recul, eux ne l'avaient pas. Donc, on va dire que c'est utopique. Les cabarets, la danse, on en a parlé. J'ai parlé du Charleston. Le surréalisme aussi en peinture. Si vous connaissez un peu Salvador Dali, si vous permettez, je vais aller vous montrer un petit peu le surréalisme. Vous connaissez sans doute ce tableau-ci de Salvador Dali, l'horloge qui est fondue. Vous connaissez plein de trucs de cette nature-ci, un peu comme si quelqu'un avait pris une drogue psychédélique. Le surréalisme en peinture, il est vraiment lié à l'idée des années folles. Hein. Les années folles, c'est des années légères. Donc le surréalisme permet de s'évader d'une réalité, et c'est pour ça qu'on appelle ça le surréalisme, puis ça permet de voir des points de vue différents, d'autant que la photographie nous donne une vision réaliste, donc les peintres, les artistes essaient de nous amener ailleurs que ce que l'appareil photo fait en un moment. Clic, on a exactement la réalité. Ce qu'avant les peintres essayaient de faire, désormais, on essaie de voir l'art comme quelque chose pour nous évader, pour nous amener ailleurs. Et un peu foufou, comme dans le thème d'aujourd'hui, les années folles. Sinon, au niveau du sport, plein de disciplines justement très très folles. Comme le Tour de France, écoutez, si ça vous intéresse de lire sur le Tour de France, vous voyez ici ce pauvre type qui a le visage plein de boue. Ce que vous voyez autour de lui, c'est les chambres à air de son vélo, là, les tripes. Si jamais il y a une crevaison, et on leur faisait faire des choses pas possibles. Vous voyez les images ici. Et puis c'était des kilomètres, même que les premiers tours là, de France, c'était plus qu'aujourd'hui, avec moins de pauses. La petite histoire dit que des fois, il arrivait au sommet d'un col, d'une montagne, et puis il allait prendre un verre de vin pour essayer de noyer leur peine, c'est-à-dire la peine physique, là, la douleur physique. Donc, Tour de France qui était vraiment suivi et qui est devenu une discipline sportive qui a travaillé et qui est encore très populaire aujourd'hui chez certaines personnes. Si vous permettez, on va aller voir aussi au niveau économique.
Alors, au niveau économique, si vous avez fait une petite recherche, vous avez constaté que il y a le boom de reconstruction d'après-guerre. Vous savez, on suit les années d'après-guerre. On est optimiste parce qu'on se dit jamais plus l'humanité va connaître autant de destruction qu'une guerre autant ridicule que celle de 1914-1918, qu'on a très bien étudié ensemble en classe. Donc, le boom de reconstruction d'après-guerre, un peu comme ce qu'on souhaite qui va se produire quand on va pouvoir sortir de nos maisons. On souhaite que le gouvernement dépense, crée des programmes d'infrastructure, que les emplois repartent, que tout le monde vive mieux, qu'on puisse s'acheter des maisons, des voitures, des choses comme ça. Mais quand l'Europe a été démolie, et puis pas seulement en Europe, mais beaucoup en Europe, la reconstruction d'après-guerre a créé beaucoup d'emplois et quand il y a de l'emploi, quand l'économie va bien, les gens se mettent à redevenir de bonne humeur et ça a amené les années folles. Autre phénomène aussi, c'est la croissance économique. Dû à ce boom-là, l'économie repart, pas besoin de l'expliquer davantage. Il y a aussi une bulle boursière. Si vous permettez, je vais prendre un sac ici pour vous montrer un petit peu ce que c'est une bulle. Je pense que vous savez. Le marché boursier, l'économie se gonfle. Je fais mon niaiseux avec ça, mais c'est de l'air qu'il y a dans le sac. C'est de l'air. Et vous savez que quand il y a de l'air, éventuellement, ça va péter. Vous savez qu'il y a eu le crash de 1929. Vous l'avez appris l'an dernier avec vos excellents profs d'histoire nationale. Mais il y a une bulle boursière. Une bulle, c'est comme un ballon. Ce que je viens de faire avec le sac, j'avais pas de... Je suis confiné. J'avais pas de ballon ou de ballon, comme on dit en québécois. Donc, il y a une bulle boursière qui se crée. Et les gens croient qu'on investit à la bourse et on va devenir riche. Ça va se faire tout seul, très facilement. Or, faire de l'argent très facilement, faire de l'argent avec de l'argent sans effort, certains y réussissent, mais quand tout le monde l'essaie, c'est de l'air. La richesse, c'est pas de l'air. Donc, quand ça va péter, ça va créer une destruction économique incroyable, qu'on va appeler la Grande Dépression. Porte bien son nom. Donc, à cet égard-là, on va aussi souhaiter une liberté économique, c'est-à-dire moins d'intervention du gouvernement, laisser les choses aller, parce que tout va bien, on se dit pas d'intervention du gouvernement. Or, nous autres, on sait que pour sortir de crise, quand il y a une crise, les gouvernements doivent stimuler l'économie, on le sait maintenant. Et c'est ce qui va arriver en 2020-2021, dès que la crise de la COVID-19 va prendre fin. Le gouvernement va appuyer sur l'accélérateur, le turbo, mais à l'époque, on croyait tout va se régler naturellement, le libéralisme économique, un peu à la Adam Smith, comme on avait vu en classe. Sinon, aussi, l'essor ou l'apparition ou vraiment la mise en place d'une société de consommation, c'est tout à fait nouveau. Les vendeurs, les producteurs, les gens qui font de l'argent veulent avoir un gros bassin de consommateurs. Pensez à Henry Ford avec ses voitures. Et les gens, ils trouvent leur compte parce qu'ils deviennent des consommateurs et la vie va devenir plus douce. Dans le fond, tout le monde est un peu plus riche, tout le monde en profite. Alors, si vous permettez, je veux vous parler du contexte, finalement, de cette époque-là. Le contexte qu'on aurait vu en classe, c'est un contexte où est-ce qu'on se dit la paix amène une vision positive de l'avenir versus ce que les gens avaient connu, la souffrance qui était associée à la lourdeur de la guerre. Donc, on vient de souffrir, on est content enfin de pouvoir avoir du plaisir. C'est probablement ce qui va nous arriver dans quelques temps. On va être content de sortir de nos maisons, de se retrouver. Donc, il y avait une lourdeur qui va être effacée par une vision positive. Aussi, on croit que l'humanité s'engage dans la voie infinie du progrès, c'est-à-dire qu'on croit que les sciences, les arts, le sport, le capitalisme, l'économie, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, malheureusement, il va y avoir une seconde guerre mondiale, il va y avoir un crash boursier, il va y avoir une dépression économique, mais à cette époque-là, on ne voit pas ce qui nous pend au bout du nez. Certains avancent même qu'il va y avoir mécanisation et robotisation, que les humains, on ne va pas travailler, c'est toutes les machines qui vont le faire à notre place. Vous savez, aujourd'hui, on tient le même discours. On croit qu'à un moment donné, les emplois les moins intéressants vont être faits par des robots. C'est pas faux, il y en a de plus en plus. C'était pas faux à cette époque-là non plus. Est-ce que tous les emplois vont disparaître? Sûrement pas. Peut-être qu'on va aller vers plus de créativité. Mais à l'époque, si vous vous permettez, je vous montre une image du film qui date des années 20, le film Metropolis. On avait
évoqué en classe, le fameux robot, qui d'ailleurs a inspiré le robot C3PO dans la guerre des étoiles. Alors, cette vision-là de robot qui serait à notre service et qui pourrait nous permettre de vivre mieux, c'est une vision qui est vraiment, vraiment très, très, très en vogue dans les années 1920. Alors, ça fait pas mal le tour des années 20. Juste vous dire que si ça vous intéresse, vous pourriez faire la lecture de la page 11, si ça vous intéresse, et vous pourriez par la suite essayer de répondre aux questions qui sont ici. Alors, je vous donne une petite pause, ceux qui le veulent, à l'écran. Je vais arrêter ici, si vous voulez lire à l'écran. Sinon, vous pouvez le faire sur votre document papier. Maintenant, si vous voulez corriger les choses, les 3 questions de la page 12, à partir du paragraphe en noir, relève quelques exemples pertinents de groupes ou de personnes qui ont su tirer des avantages de la Première Guerre mondiale. Alors, dans le texte, j'ai mis en vert les réponses, en vert jaune. Donc, des nouveaux riches, des banquiers, des commerçants, des gros fermiers et les industriels, et des gens aussi qui font de la spéculation dans l'économie. C'est des gens qui s'enrichissent en faisant de l'argent avec de l'argent. Ces gens-là ont été gagnants dans les années 1920. Pour ce qui est de la seconde question, j'ai mis en rouge dans le texte. Est-ce qu'il y en a qui se sont appauvris ou qui ont perdu du terrain après la Première Guerre mondiale? Alors oui, ceux qui avaient des revenus fixes, les travailleurs et les travailleuses, les salariés, les petits rentiers comme les retraités, les vieux, les épargnants, ont été plutôt perdants de façon générale dans les sociétés comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et même l'Allemagne. Dernière question, j'ai mis ici en rose, à partir du paragraphe 3, des exemples de changements qui ont apporté une situation vraiment intéressante pour les femmes. Vous voyez, le confort aussi, le look a tout à fait changé dans les tenues vestimentaires des femmes. Alors, j'ai mis en rose et aussi en bleu. Est-ce qu'il y avait des résistances à cette nouvelle place-là que les femmes vont avoir? Alors, si vous allez voir dans le texte, j'ai été souligner des éléments. À titre d'exemple, les femmes avant ne pouvaient pas travailler, mais désormais, 35% du personnel industriel en Allemagne et en Grande-Bretagne va devenir féminin, donc des femmes. Aussi, le travail féminin va commencer pour la première fois à atteindre la classe de la bourgeoisie, donc les gens plus riches. Pensez aux femmes qui deviennent secrétaires dans les entreprises. Les bureaux, les professions libérales s'ouvrent aux femmes aussi, comme certaines professions libérales. On peut penser à comptable, des choses comme ça. C'est encore rare, il faut faire attention, mais ça commence à s'ouvrir. Des postes de responsabilité peuvent s'ouvrir pour des femmes. Encore une fois, c'est graduel, c'est pas un phénomène massif, mais c'est le début de quelque chose. Le droit de vote aussi qui apparaît, les modes qui se transforment, les jupes qui raccourcissent, les femmes veulent être confortables, ils veulent avoir même une vie désinvolte comme les hommes, voire même peut-être une vie sexuelle plus émancipée que ce qu'on connaissait. On va même dire de leur style vestimentaire est à la garçonne, pas parce que c'est masculin, mais parce que c'est confortable et un peu à l'époque on disait sexy. Donc l'idée que la femme puisse être confortable et bien dans sa peau plutôt qu'être encorsetée comme les anciens vêtements. En bleu, ça choque des gens, ça choque les tenants des traditions. Au Québec, l'Église catholique, exemple. Et à plusieurs endroits, il y a des gens conservateurs qui ne sont pas très d'accord avec ça. Alors écoutez, je vais vous faire des petites capsules que je veux le plus courtes possible. C'est ma manière à moi de vous saluer. On essaie de ne pas se stresser. Si vous avez appris quelque chose, tant mieux. J'espère vous revoir. J'espère que ce ne sera pas un cri dans le désert, mais que je vous atteins à votre cœur et dans votre tête. Je m'ennuie beaucoup de vous et je pense à vous, chers élèves. Bye bye.